Bonjour et bienvenue sur kazako.com. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons finir le chapitre sur le champ électrostatique en expliquant ce que c'est qu'un potentiel scalaire et la circulation du champ le long d'une courbe fermée, le théorème de Maxwell-Faraday, et nous allons finir avec la preuve de l'équation de Poisson ou l'équation de Laplace, ça dépend des conditions. Premièrement, qu'est-ce qu'un potentiel scalaire? Deux postulats sont très intéressants. Soit on dit que E dérive d'un potentiel, c'est-à-dire qu'il existe une fonction V, telle que E de m c'est moins gradient de V, ou en disant que E est à circulation conservative, c'est-à-dire que la circulation de E le long d'une courbe fermée est nulle. En fait, l'un découle de l'autre, et on a vu en première année qu'en utilisant ça, on arrive à démontrer cette égalité, et maintenant on va supposer que E dérive bien d'un potentiel scalaire, et on va montrer que sa circulation est nulle le long d'une courbe plane. En fait, ce sont des postulats qu'on ne peut pas démontrer. L'un découle de l'autre, donc on va se baser sur l'un pour montrer l'autre. Donc on suppose que E dérive d'un potentiel scalaire, c'est-à-dire qu'il existe une grandeur V telle que E égale à moins gradient de V. On a déjà vu ce que c'était le gradient en première année, et on sait que TV, c'est le gradient de V scalaire dm, par définition. C'est-à-dire df, c'est le gradient de f scalaire dl. Avec L, c'est le déplacement élémentaire. Ici, on l'appelle m. Donc, en remplaçant dans la formule, on trouve que dv, c'est égal à moins em scalaire dm. Et donc, si j'intègre E le long d'une courbe plane et si je remplace E scalaire dm par dv, c'est la circulation de moins dv qui est forcément égal à 0, car la circulation de V le long d'une courbe fermée, c'est en fait V en B moins V en A. Or, comme c'est une courbe fermée, c'est égal à 0, c'est-à-dire que les A égale à B. Et donc, on a le même potentiel au début et à la fin de notre courbe. Ça, c'est le potentiel scalaire. Et ça, c'est le théorème de circulation, c'est-à-dire que la circulation de E le long d'une courbe plane est fermée. Maintenant, on déduit des propriétés très intéressantes sur les lignes de champ. Une ligne de champ, c'est une ligne équipotentielle, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des points tels que E est constant. Premièrement, une ligne de champ est toujours perpendiculaire à une équipotentielle. Nous allons le montrer juste après. Deuxièmement, les lignes de champ sont toujours orientées dans le sens des potentiels décroissants, tout simplement parce que E égale à moins gradient de V. Et comme le gradient est orienté dans le sens des potentiels croissants, donc moins gradient est orienté dans le sens des potentiels décroissants. Donc tout mon E est orienté dans le sens des potentiels décroissants. Troisièmement, une ligne de champ ne peut pas être une courbe fermée. Et nous allons le montrer rapidement. Tout simplement parce que si je suppose qu'une ligne de champ est une courbe fermée, et je dis que la circulation de E le long de cette courbe est nulle, d'après le théorème de circulation, alors, comme une ligne de champ, le E est nul, le E est constant, on déduit que E fois le périmètre de cette ligne de champ égale à 0. Tout simplement parce que E, en fait, il est tangent aux lignes de champ, donc ce produit scalaire, c'est comme un produit entre les deux normes, si vous voulez. Bon, je vous laisse bien détailler cela. Et donc, comme le périmètre de la ligne de champ est non nul, et E, trivialement, est non nul, donc on arrive à une contradiction. En fait, une ligne de champ ne peut pas être une courbe fermée. Maintenant, on va montrer qu'une ligne de champ est toujours perpendiculaire à une équipotentielle. Donc on prend une surface équipotentielle et deux points appartenant à cette surface. Comme c'est une équipotentielle, on peut dire que le Vm et V de m' est égal à 0. Et en rapprochant les points indéfiniment, on peut dire que la différentielle de V est nulle, car les deux points ont le même potentiel, et donc la différentielle de V est nulle tout au long de cette équipotentielle. Or, on sait que dv c'est égal à moins E scalaire dm, et que c'est égal à 0, donc E scalaire dm est égal à 0. Or, dm, c'est bien un chemin à l'intérieur de la surface, et en prenant un autre point, on montre que E scalaire dm dans ce nouveau chemin est égal à 0, donc en fait, E est tout simplement perpendiculaire à S, car, disons, il est perpendiculaire à une base dans S, chacun l'interprète comme il veut. Maintenant, on a déjà vu dans la vidéo précédente que le flux de E est conservatif, et donc on en a déduit que la composante normale est discontinue. Et en fait, en utilisant le théorème du flux, c'est-à-dire le flux de E à travers une surface fermée,
on peut montrer que la composante tangentielle est continue. Donc avec ça, on montre la discontinuité de la composante normale. Et maintenant, on va montrer la continuité de la composante tangentielle. Pour cela, on se place toujours dans la même configuration que la vidéo précédente. Une surface S chargée sigma, séparant deux milieux 1 et 2. On considère une circulation symétrique par rapport à cette surface, c'est-à-dire AB, C, D étant un rectangle, et DL, c'est le tout petit chemin qui traverse cette surface. En 3D, ça donnerait une surface comme ça, et donc ici, un chemin comme ceci. Et donc, on prend un champ électrostatique qui est en fait symétrique par rapport à cette surface. Bon, je vous laisse regarder votre cours de première année en utilisant les invariances et symétries. Et je vais appliquer le théorème de la circulation, ou le fait que E est la circulation conservative, sur le chemin ABCDA. C'est-à-dire, c'est un chemin fermé. Il faut toujours que le contour soit fermé. En appliquant cela, c'est E scalaire dm égale à 0. Et en décomposant cette circulation le long de la courbe AB au début, puis les deux chemins latéraux, puis CD. Donc le long de AB, disons que c'est DL. Le long de CD, disons que c'est moins DL ici. Et donc les deux contours qui restent, ce sont les contours latéraux. Et en faisant, encore une fois, comme dans les vidéos précédentes, tendre M1 vers M et M2 vers M', ces contours tendent vers 0. Car l'épaisseur de notre rectangle tend vers 0, ça devient à peu près un segment. Et c'est dans ce passage à la limite que nous allons montrer qu'il y a une continuité. Car quand cela tend vers 0, il nous reste E scalaire dl égale E1 égale à E2 scalaire dl. Et donc on a égalité. Ou on peut tout simplement l'écrire comme pour la discontinuité que E2 moins E1, le tout scalaire dl, est égal au vecteur nul. Et donc on a bien continuité de la composante tangentielle du champ électrostatique à la traversée d'une surface chargée. Ici le sigma n'est pas très important, donc n'importe quelle surface chargée, on a continuité de la composante tangentielle. Maintenant on va voir l'équation ou le théorème de Maxwell-Faraday. Premièrement, nous allons expliciter le théorème de Stokes. Tout simplement, comme le théorème de Strogadsky, le théorème de Stokes dit que la circulation d'un champ de vecteurs E le long d'une courbe fermée, c'est égal à l'intégrale d'une surface S quelconque, et j'insiste beaucoup sur ce quelconque, s'appuyant sur ce contour, du rotationnel de E scalaire ds. Donc avant d'aller plus loin, j'explique ce que c'est que le rotationnel. Donc le rotationnel, comme j'ai expliqué avec le nabla dans la vidéo précédente, le rotationnel c'est un nabla vectoriel E. C'est-à-dire le nabla, je le remplace par des rangs sur des rangs X, des rangs sur des rangs Y, des rangs sur des rangs Z, et E par ses coordonnées. Et en calculant ce produit vectoriel, je trouve l'expression du rotationnel. Je vous laisse le faire proprement. Donc c'est juste un opérateur sur un champ de vecteurs E. Maintenant, je reviens au théorème de Stokes qui dit que la circulation le long d'une courbe fermée, c'est l'intégrale sur la surface, s'appuyant sur ce contour, du rotationnel scalaire ds. En fait, on prend un contour, ici c'est le contour, et je prends une surface, ici par exemple un chapeau ou un cône, qui délimite. Et en fait, je peux prendre n'importe quelle surface, on a toujours un théorème de Stokes vérifié. C'est assez extraordinaire, c'est prouvé rigoureusement mathématiquement, et on va s'en servir pour montrer le théorème de Maxwell-Faraday. Tout simplement en disant cela, en utilisant le théorème de Stokes, je peux dire que la circulation de E scalaire dm qui est égale à 0, et ça c'est tout simplement le fait que le E est à circulation conservative, je peux dire que c'est l'intégrale sur n'importe quelle surface s'appuyant du rotationnel de E scalaire ds égale à 0. Et ce valable pour toute surface. Mathématiquement, ça devrait être rigoureux. Physiquement, on dit tout simplement que donc le rotationnel de E en un point donné est égal à 0. Et c'est une loi locale, comme le fait que la divergence de E c'est égal à ρ sur epsilon 0. Ce sont toujours des lois locales. Et donc c'est le théorème de Maxwell-Faraday, et ça nous permet d'avoir une analogie comme celle du théorème de Maxwell-Gauss, car le flux conservatif c'est une loi intégrale, encore une fois, c'est-à-dire une loi générale qui s'applique à tout un contour, alors que le rotationnel est égal à 0, c'est une loi locale qui est beaucoup plus générale,
parce qu'elle est plus précise, disons. Les deux sont des postulats, donc on ne peut pas supposer que ça c'est vrai et dire on vient de démontrer l'une des équations de Maxwell, qu'on verra plus tard. Ce sont toutes les deux des postulats, car celle-là provient aussi du fait qu'on a supposé que E est égal à moins gradient de V, c'est-à-dire qu'il dérivait d'un potentiel scalaire. Donc tout tourne en cercle, et il faut à un moment postuler quelque chose pour commencer. Maintenant, on arrive à l'équation de Poisson. C'est quoi l'équation de Poisson? C'est en fait utiliser tout ce qu'on a vu auparavant. On a vu que la divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0, c'est Maxwell-Gauss. On a vu que E dérivait d'un potentiel scalaire, et en fait, c'est la même chose que de dire que rotationnel de E égale à 0, comme je viens de l'expliquer. Donc disons que c'est Maxwell-Faraday, implicitement, vous me comprenez. Et donc si je remplace ici le E par le E que je viens de trouver ici, donc j'ai la divergence du gradient de V égale à moins ρ sur epsilon 0. Et en fait, la divergence du gradient, c'est tout simplement ce qu'on appelle un Laplacien, et qu'on note comme un triangle inversé ou un nabla inversé. Je rappelle, le Laplacien de E, vous pouvez le vérifier en utilisant le nabla ou en explicitant les coordonnées, c'est les dérivées secondes de chaque composante par rapport à la coordonnée dans le même ordre. Et donc on peut dire que c'est le nabla scalaire nabla de V. Bon, c'est juste une écriture pour s'en rappeler, mais c'est des dérivées secondes de chaque composante selon la coordonnée de même ordre. Le Laplacien de V plus ρ sur epsilon 0, c'est égal à 0. C'est ce qu'on appelle l'équation du Poisson, et c'est très utile en électromagnétisme car elle va nous aider dans les calculs de capacité de condensateur. Maintenant, cas particulier, si ρ égale à 0, le ρ sur epsilon 0 égale à 0, donc le delta V égale à 0. Donc dans une zone vide de charge, on tombe sur l'équation de Laplace. Delta V égale à 0. Et c'est ce qu'on va utiliser pour calculer les capacités de condensateur sphérique, cylindrique et compagnie. Et voilà, on vient de finir le cours sur le champ électrostatique de deuxième année. Cela requiert déjà des connaissances préalables de première année. Si vous avez des remarques ou des questions, c'est à omar@kesako.com. Merci et très bonne journée.